Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, on est au taquet parce que ce soir, on vous présente ma course préférée. Voilà, on a eu Milan-San Remo pour Adrien, on a eu l'Estrade Bianche pour Raph, le Tour des Flandres pour Raph. Et ben moi, c'est ce dimanche, c'est ma semaine sainte qui se termine par l'enfer du Nord. Pour m'accompagner ce soir dans cette preview, l'inusable Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonjour à toutes et tous. Ça va en pleine forme. Paré à regarder la reine des classiques dimanche. Et en plus, voilà, si c'est ta classique préférée, on va d'autant plus l'apprécier. On fera peut-être un petit point météo tout à l'heure avec à Roubaix, parce qu'on se souvient quand même du Paris-Roubaix de l'année dernière qui a été assez extraordinaire. Donc voilà, on va essayer de décortiquer tout ça dès maintenant. Tout à fait, Paris-Roubaix, c'est pêche à la truite le dimanche, on rentre à midi, on se fait un gros gueuleton, puis on fait la sieste devant ces 257 km de pavés. Et qui de mieux pour nous accompagner dans ce programme que Raph. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut les gars, ça va super bien. Comme les jours s'allongent, les sorties vélo aussi. Et on est paré pour ces 257 km pour ma course préférée de la saison pour la 3e fois. Donc j'espère qu'on va encore se régaler. Ils nous ont préparé un beau parcours que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ok, sublime. Alors messieurs, avant d'attaquer, si vous nous suivez sur Radio Fringale, n'hésitez pas à continuer à vous abonner. On a presque 100 abonnés sur YouTube et ça nous fait énormément de plaisir. Également, cette semaine, on a eu droit à notre petit épisode du Père Dossard sur Duclos-Lassalle. Alors, si vous aimez Paris-Roubaix, dépêchez-vous d'aller l'écouter. Il est pépite, le Père Dossard nous a encore sorti du grandiose. Et puis, avant d'attaquer, un petit big up à Perrine Clausel qu'on avait eu en interview il y a quelques mois de cela, qui va faire ce week-end le Paris-Roubaix féminin. Merci Perrine de vivre ce moment et de nous faire vivre, enfin, on va pouvoir vivre à travers toi un rêve sur ce Paris-Roubaix, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, c'est ma classique préférée. Et si j'avais dû faire du vélo, ça aurait été pour la gagner, ce que je fais d'ailleurs régulièrement sur Pro Cycling Manager. On s'arrête là. Messieurs, ce soir, pas de charade, mais je vous ai préparé un petit qui suis-je. Alors, est-ce que vous êtes chaud ? Allez, une nouveauté. Voilà, j'avais répété toutes les charades de Paris-Roubaix, mais tant pis. Alors, né en 1981, je suis un coureur cycliste belge. Je deviens coureur professionnel en 2004. Gilbert. Comment ? Non, je Philippe Gilbert, mais non. La main est à Raphaël. Par contre, Raph, si tu tardes trop à donner, Adrien pourra redonner une réponse. C'est quoi ça, d'où il y a des mains Je deviens coureur professionnel en 2004 après avoir intégré en tant que stagiaire l'équipe de Patrick Lefebvre d'Homo Farm Fritz. En 2003, je suis vice-champion du monde des moins de 23 ans. Je suis promis à un grand avenir. Non, la balle est au milieu. Cela étant, j'ai plus de mal chez les pros. Et je serai surtout coéquipier, notamment de Cadel Evans, Robbie McEwen et Leif Host. En 2007, je remporte ma première... Jürgen Van den Broek ? Non. En 2007, je remporte ma première course chez les pros, le Tour de Pologne, en allant chercher la 6e étape ainsi que le classement général. Mais il y a une course que j'aime par-dessus tout, que j'aime bien particulièrement. Et avec ma grande carcasse d'1m94, je ne passe pas inaperçu. Guillaume Van Kersburg. Non. Oh c'est en 2011 que j'atteins ma consécration après avoir Je l'ai. Je peux ? Johan Van Sumeren. Et oui, tout à fait. Johan Van Sumeren, vainqueur en 2011. Totalement. Vainqueur en 2011 de Paris-Roubaix après avoir fait 8e en 2008, 4e en 2009. Il remporte enfin le Graal, il est sacré sur les routes de l'enfer du Nord. Et c'est aussi pour ça, messieurs, que j'aime tant Paris-Roubaix, moi, parce que je trouve que mine de rien, et on le voit avec Pogacar, il y a des classiques qui commencent à être accessibles à un peu tous les profils de coureurs, en tout cas. Mais Paris-Roubaix, il y a quand même des mecs, je trouve, c'est tellement particulier comme course. C'est pas en fonction du scénario, machin ou truc. Enfin, si, il y a un peu de scénario, forcément, des ennuis mécaniques, des machins. Mais je veux dire, notre petit Van Sumeren, le gars, il performait sur Roubaix et on le voyait pas forcément de l'année et il performait pas sur d'autres Flandriennes pour autant, mais putain, sur Roubaix, il était là, quoi.
Bah, c'est une course qui a sa particularité, hein. Et c'est vrai que Paris-Roubaix, il y a aussi des vainqueurs qui sortent un petit peu comme ça. On a eu Matthew Eman en 2016, des vainqueurs moins attendus comme Stuart O'Grady qui remporte Paris-Roubaix alors que c'était un très bon coureur, mais on l'attendait pas forcément à battre des Boonen et Cancellara et autres. Et c'est vrai il y a toujours des surprises. On sait toujours que l'échappée matinale, on a encore vu l'année dernière avec Florian Vermeersch, elle peut toujours aller loin. Donc c'est vrai que ça reste peut-être la seule grande course où il y a ça qui peut se passer. Et je trouve ça fantastique. Alors, dimanche, 257 km dans l'enfer du Nord. Raphaël, la parole est à toi. Eh bien, c'est parti pour ces 257 km avec un parcours somme toute assez similaire à celui de l'automne dernier. A-t-on déjà vu deux Paris-Roubaix aussi proches l'un de l'autre? Je ne crois pas. Donc, on est au départ de Compiègne en direction de Roubaix et les choses sérieuses vont commencer aux alentours du 80e kilomètre avant l'arrivée. J'ai regardé les temps de passage, c'est à peu près aux alentours de 15 heures si vous voulez faire la sieste avant. Donc, Parfait. à environ 80 km avant l'arrivée, on arrive dans la trouée d'Arambert. Donc 2400 mètres sur un pavé relativement irrégulier qui avait vu en 2021 la chute de Wout van Aert, qui l'avait donc mis dans le rouge quand il s'était employé pour revenir. Et la première sortie de Colbrelli, c'était le moment qui a déjà commencé à faire basculer la course. Colbrelli posait la première pierre de sa victoire. Oh, monsieur. Ensuite, à 50 et 55 km de l'arrivée, on a deux passages qui s'enchaînent. Le premier passage d'Auchy-les-Orchies, 2 km 700, qui est classé 4 étoiles par les organisateurs de Paris-Roubaix, donc assez difficile. Et tout de suite après, à peine 2 km pour se reposer, on arrive sur le mythique passage de Mont-Saint-Pével. 3 km de pavé, rénové l'année dernière, mais qui reste assez authentique et très très rugueux. C'est son placement qui le rend souvent décisif. On se souviendra en 2006 et en 2010 des attaques décisives de Cancellara qui l'ont mené à la victoire dans ce secteur de Mont-Saint-Pével, et en 2016 qui a aussi été sa chute décisive sur son dernier Paris-Roubaix qui l'a privé d'un dernier coup d'éclat. Ensuite, quelques secteurs pavés, tout aussi dangereux et tout aussi piégeux évidemment, avant d'arriver à 20 km de l'arrivée à Canfin-en-Pével. 1,8 km de pavés. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que juste après ce secteur de Canfin-en-Pével, à peine 700 ou 800 mètres pour se reposer pour les coureurs sur de la route bitumée, on arrive dans le carrefour de l'Arbre. Le carrefour de l'Arbre, à 17 km de l'arrivée, un secteur de plus de 2 km avec ce mythique virage à 90 degrés dans lequel toutes les chutes sont possibles. Un faux plat montant extrêmement difficile à ce niveau-là du parcours. Ils ont déjà 240 km dans les jambes, les types. Et une grosse relance, des chutes possibles. Si je dis pas de bêtises, c'est dans ce secteur que Gianni Moscon s'est fait reprendre l'année dernière par Colbrelli et Florian Vermeersch. Je crois qu'il se fait reprendre et doubler et lâcher dans ce. Tu veux dire parce qu'il avait pas le vélo nécessaire pour aller gagner? Par exemple. Parce qu'il avait la pneumatique un peu trop gonflée, c'est ça que tu es en train de dire? On verra si Ineos est aussi mauvais dans ses choix techniques cette année, mais en tout cas, c'est souvent là que se passe la bataille finale. Bonnen s'y isole en 2009, par exemple, pour aller gagner. Et enfin, Gilbert après... Ah non, Bonnen, pardon. Ouais. Mais Bonnen en 2009. Gilbert, c'est là où il lâche Sagan aussi. C'est là où Sagan. Exactement. En 2019, ouais. Exactement. Ouais. Et après quelques derniers secteurs pavés, dont le dernier insignifiant à 1 km de l'arrivée, on arrive dans le Vélodrome. À noter qu'il n'a pas eu d'arrivée solitaire depuis 2014. Ça s'est toujours réglé au sprint, et souvent des sprints qui ne sont pas à l'avantage des meilleurs sprinteurs, puisque un sprint sur Vélodrome, évidemment, c'est pas du tout la même chose que sur route, c'est beaucoup plus tactique. Et ça nous laisse souvent de belles surprises, comme l'année dernière, où Sonny Colbrelli s'était imposé alors qu'on attendait Mathieu Van Der Poel. Et on a vu aussi, comme Boonen s'est fait battre en 2016 par Matthew Eman. C'est vrai que. Oui, ou même Vermeersch qui va faire deuxième l'an dernier. Ouais. Exactement. Quand on arrive dans le groupe de tête dans ce Vélodrome,
rien n'est joué. Le Paris-Roubaix n'est jamais perdu. Ok, splendide. Alors on parlait d'Ineos, je sais pas ce qu'ils vont donner sur Paris-Roubaix, mais sur les Ardennaises, ils sont en forme. Ouais, ils nous ont montré quelques petites choses intéressantes, c'est vrai, avec une double victoire à l'Amstel par Kwiatkowski et pas plus tard qu'hier sur la flèche, comment s'appelle-t-elle? La flèche Brabançonne. Brabançonne. Le Brabantse Pijl. C'est ça. Voilà, c'est ça, avec Et la prononciation, avec la victoire de Magnus Sheffield et une très belle course d'équipe. Ils étaient quand même hyper impressionnants sur le. Voilà, toujours présents en surnombre. Donc, ils vont être, je pense, à surveiller sur les classiques ardennaises à venir. Mais ça, on en reparlera bientôt. Ouais, et puis le C'est chaînon vrai que manquant c'était sur assez ces deux incroyable. courses, notre Benoît qui fait deuxième par 2 fois, malheureusement. Ouais, je pense qu'il s'est fait avoir par Kwiatkowski sur l'Amstel, où pour moi, il en a trop fait en roulant beaucoup plus que Kwiatko, qui a plus l'expérience et qui l'a laissé faire. Mais en même temps, Cosnefroy était largement plus fort que Kwiatkowski, et même en ayant trop roulé, s'il avait mieux géré son sprint, il aurait pu l'emporter. Ah, on Et- aurait pu parler de tout ça dans une débrief de l'Amstel. Ah ouais, on voit, tu vois. Ouais. Mais on peut pas. Mais malheureusement pour nous, ce n'est pas encore notre métier. Et donc, ce soir, on va se concentrer sur l'enfer du Nord, messieurs. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous connaissez le principe. Un favori, un outsider, un coup de cœur. Et ce soir, petite nouveauté un peu graveleuse pour nous qui sommes toujours aussi piquants. On a rajouté le coureur qui va nous décevoir. Alors, soit on l'a pris dans notre équipe Cycling Fantasy et on se dit putain, je l'ai pris, mais c'est de l'argent foutu en l'air, c'est sûr. Soit justement, on l'a pas pris en se disant écoute, ça fait 4-5 mois qu'il me fait le coup, donc là je le prends pas, cette fois-ci je m'en détache. Il va nous décevoir. La dernière rubrique qui sera présentée ce soir, messieurs, on commence tout de suite par le favori. Raphaël, quel sera ton favori sur ce Paris-Roubaix? Eh bien, au risque de vous étonner, messieurs, j'ai choisi The Flying Dutchman, le Hollandais volant Ton coureur préféré? lui-même. Eh ben écoute, c'est pareil pour moi, ce sera Mathieu Van Der Poel, mon favori. Eh ben les gars, je vais vous surprendre, moi aussi. Ah, alors pourquoi, messieurs? Pourquoi se tourner aussi unanimement vers Mathieu Van Der Poel? Bah oui, Adri, c'est vrai ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de saison qui nous... Eh ben, on l'a vu remporter le Tour des Flandres. On l'a vu être à l'avant de toutes les courses. Il a fait 3e de Milan-San Remo pour sa rentrée. Il fait 4e le week-end dernier à l'Amstel où c'est pas la course non plus, il l'a dit après l'arrivée, qui lui correspond le mieux. Et voilà, c'est aussi très, très tactique. Il a pas pu courir après tout le monde et il était moins en forme aussi. Et moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est que sur les, euh, sur les 7 derniers monuments auxquels il a participé, il en a gagné 2. Il a fait 2 fois 3e, une fois 2e, une fois 5e, une fois 6e. Belle régularité. Belle régularité. Donc je pense que Van Der Poel, s'il gagne pas, il est jamais très loin de la gagne. Et, euh, et l'année dernière, faut pas oublier, c'était sa première participation à Paris-Roubaix. Donc là, il a l'expérience en plus qui peut vraiment sûrement lui permettre de l'emporter. En tout cas, pour moi, c'est logique de le mettre en grand favori pour dimanche. Ouais, pour moi aussi. En plus, on l'a vu sur, le Tour des Flandres. Alors là, on va parler ensuite de la configuration qui sera certainement différente, hein, parce qu'on est peut-être plus sur un, Van Der Poel face au reste du monde. Alors que sur le Tour des Flandres, même si on le mettait quand même en favori, il y avait Tadej qui était derrière et bon, même si nous, on n'en avait pas parlé en long, en large et en travers, on savait que, bah, voilà, Tadej à tout moment, il peut faire un truc exceptionnel. Là, dimanche, ce sera peut-être le mec qui est tout devant, mais après tout, c'est pareil. Certes, il veut gagner Roubaix, mais il a déjà gagné son monument cette année. Peut-être qu'il aura aussi pas tant de pression que ça et qu'il pourra suivre les roues tranquillement et prendre le bon coup au bon moment. Moi, je pense qu'il va quand même être marqué du début à la fin et que pour lui, il faudra absolument prendre les bonnes décisions et pile poil les bonnes, hein. Pas tomber dans la mauvaise roue, pas mettre une attaque de trop parce que sinon il risque de se faire sauter à la fin. Et puis attention, si jamais il a un ennui
un ennui mécanique, une crevaison ou autre, ça va pas se relever pour l'attendre. Hein. Ça c'est sûr qu'ils vont pas l'attendre. Après sur Paris-Roubaix, jamais personne n'attend ceux qui crèvent, hein. Mais ils pourront vraiment en profiter pour faire en sorte qu'ils reviennent pas. Donc là-dessus, ça c'est Paris-Roubaix aussi, c'est aussi une loterie pour pas dire une connerie, pour reprendre les propos de Bernard Hinault. Mais ouais, c'est ça. Il faut aussi avoir du bol sur Paris-Roubaix. Alors, Et donc, justement, hein, je me permets de mettre mon petit favori bonus à ce compte-là, si jamais Mathieu Van Der Poel arrive à avoir un petit ennui mécanique ou quoi que ce soit, c'est Stephen Kung. Stephen Kung qui a été éclatant depuis le début de la saison, je trouve, qui n'a jamais été dans une forme comme il tient cette année. Peut-être qu'il y a moins de concurrence, je sais pas, mais en tout cas, il est toujours présent et en spécialiste aussi des classiques et du contre-la-montre, il va pouvoir profiter cette année d'une météo assez clémente, d'un terrain relativement sec, donc les qualités de time trialiste, à mon avis, seront mis à l'avant. ouais, tout à fait. On disait il. On va parler un petit peu de cette meute qu'il y a derrière Mathieu Van Der Poel. Et moi, je vous avoue, alors, c'est un favori bonus, mais vu qu'on va se permettre de donner 2 favoris bonus ou d'outsider, puisque Van Der Poel est grandissime favori, moi aussi, j'ai Kung, je l'ai mis également. Et ce, pour 2 raisons. Comme tu l'as dit déjà, il est bien en forme. Sur le Tour des Flandres, il a montré qu'il était costaud. Il avait Madouas à l'avant. Il n'a pas forcément roulé. Bon, il s'est fait aussi un peu lâcher à la pédale, hein, mais je veux dire, derrière, il est bien revenu. Et là, il n'y aura pas de monts, il n'y aura pas de mecs pour dynamiter en pur grimpeur des monts ou des terrains sur lesquels Kung n'est pas forcément le meilleur. Ça va certainement jouer à la pédale et en costaud. Alors, j'ai un peu des doutes sur sa capacité à bien gérer une arrivée au sprint. C'est pour ça que je ne le mets pas en favori. Mais par contre, sur le fait de prendre la bonne roue ou d'être justement la locomotive à qui il faut s'accrocher, je pense que oui, il a de quoi aller faire un très très bon résultat, l'ami Stéphane. Les gars, je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi aussi je l'ai mis dans mon équipe. Oh mon Et Dieu! alors je l'avais mis dans outsider parce que du coup j'ai mis 2 outsiders derrière Van Der Poel. Il m'impressionne beaucoup depuis le début de la saison. Je l'attendais pas aussi costaud justement sur les courses en ligne, hein. Il nous a habitués à être performants sur les contre-la-montre. Et je pense que le fait que dès la première classique à le pavé à l'E3 où il fait 3e, ça l'a tout de suite mis en confiance. Et depuis, bah, il n'arrête pas. Et même sur l'Amstel 8e dimanche dernier. Alors que bah, clairement, c'est un truc de puncher. Je pense qu'il s'est aussi découvert des qualités de puncher. La façon dont il a tenu dans les monts sur le Tour des Flandres, c'était assez intéressant. Et bah, comme tu disais, la Torn, c'est une course qui lui convient mieux encore, Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est bien. La FDJ aussi arrête de se dire que c'est Desmar qui est leur leader sur Paris-Roubaix. C'est bien. Et que du coup, il est pas dans l'équipe là, Desmar maintenant, hein. Il s'est quand même reconcentré sur le sprint. Et pour moi, Kung, c'est un vrai atout. Effectivement, au sprint, ça peut être un peu juste, mais pourquoi pas, bah voilà, c'est un nouvel homme qui arrive tout seul, et ça pourrait bien être lui. Tout à fait. Alors, et en plus, ça viendrait. Bon, il y a eu une très belle 3e place de Madouas sur le Tour des Flandres, mais ça viendrait encore plus mettre en avant ce super début de saison au niveau des classiques, sans Arnaud Démare d'ailleurs, de l'équipe FDJ. On le disait, il nous faisait très plaisir. Ce serait un peu le point d'orgue là. Bah ouais, notre ami Marc Madiot a compris que Arnaud Démare était une fringale d'or. Il a suivi tes conseils. Eh ouais. Alors, est-ce que vous avez un 2e outsider favori bonus à mettre dans cette meute aux fesses du Hollandais volant? Alors, Bah grave. moi j'en ai un autre qui je trouvais très en forme depuis le début de la saison. L'année dernière, je pense que s'il n'y a pas quelqu'un qui était tombé devant lui, il aurait pu faire une très belle perf parce qu'il a sauté dans la trouée d'Arenberg. Je veux parler de Mats Pedersen. Pour moi, cette course correspond très bien à ses qualités. C'est un très bon sprinter. Donc en cas d'arrivée groupée, il pourra gérer. Il a surtout d'énormes qualités d'endurance. Le petit point faible, c'est qu'il va faire beau dimanche. Lui, il préfère quand même quand il pleut, quand il fait froid, quand les conditions sont mauvaises.
Petit bonjour au championnat du monde 2019 qu'il a remporté. Donc voilà, moi c'est un coureur que j'aime beaucoup. Donc je le mets. Voilà, quand je regarde son début de saison, il fait 6e de Milan-San Remo, 7e de Gent-Wevelgem, 8e du Tour des Flandres. Ça montre qu'il est là, qu'il est en forme, et je me dis bah tiens, pourquoi pas là, aller claquer Paris-Roubaix tout simplement. Effectivement, il a fait un superbe début de saison et j'ajouterais même à ton explication que il a une préparation qui, à mon sens, est parfaite dans le sens où il s'est pas emmerdé à aller sur l'Amstel, mais par contre, il s'est fait une petite semaine sur le circuit de la Sarthe où il a pu se faire la caisse, où il a pu mettre des gros sprints. Et à mon avis, c'était une préparation très judicieuse pour ce Paris-Roubaix et je Et pense qu'il peut il a faire pris de les très il a bons. excuse-moi de te couper. Non, je disais juste, il a pris les échappées et en plus sur le circuit de la Sarthe, il y allait pour faire des efforts. Donc ça, c'est aussi, significatif. Ouais, et puis du coup, il a enchaîné les jours de course. À mon avis, il est dans les meilleures dispositions pour aller faire une grosse perf, hein. Ouais, Mats Pedersen, je l'ai mis aussi. Moi, j'en ai un deuxième. Raph, si tu veux dire ton deuxième, je clôturerai avec le mien. Et ben, dans la même lignée que les raisons qui m'ont fait prendre Stephen Kung, et je pense que je vais vous étonner, j'ai Filippo Ganna. Ah, bah tu vois, alors je suis super content qu'on en parle. Vas-y. Et ben, Filippo Ganna qui se révèle année après année de plus en plus polyvalent, qui est toujours le maître incontesté du contre-la-montre. Et ben, je pense que sur un Paris-Roubaix sec comme celui-ci, il peut faire marcher son énorme moteur, surtout qu'il n'aura pas la pancarte, et il va peut-être pouvoir surprendre du monde, peut-être pouvoir partir tout seul comme l'a fait Moscon l'année dernière, ou au moins suivre les roues, participer au relais, et s'il se trouve dans le bon groupe ou qu'il arrive à faire péter au bon moment, et ben je pense il peut nous étonner, notre ami Filippo. Ouais, bah, tu vois, je vais rebondir tout de suite. Alors, moi, je suis super content. J'avais mis Ineos en fringale d'or collective sur les Fringale Awards de l'an passé. Et je suis super content de les voir là tourner sur les classiques, sur un peu tout ce qu'ils proposent. Enfin, voilà, leur manière de courir, d'être offensif, d'être ensemble avec des mecs comme Pidcock. Moi, je reviendrai sur Ineos plus tard, mais voilà. Et tu vois, j'étais super étonné de me demander ce que Ghana allait pouvoir donner. Je l'ai pas mis dans mon équipe, mais j'avais un œil dessus et je suis vraiment content que tu en parles parce que j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner sur cette course-là. Et j'ai hâte de voir si Ineos, qui visiblement commence à être capable de poser des bonnes stratégies sur les classiques, hein, qui sont plus juste une équipe de grand tour et qui au contraire sont de moins en moins bons en grand tour, j'ai l'impression, mais de mieux en mieux en classique. Est-ce qu'ils ont mis leur mécano et leur DS au niveau des coureurs? Hein? Ou est-ce que s'il y a un enduit mécanique pour Filippo Ganna, ça va faire comme l'an dernier? Parce que n'empêche que si l'an dernier Moscon il va la chercher, ça fait Moscon qui va nous chercher un Paris-Roubaix. On enchaîne sur là les classiques qui sont en train de nous faire et les bonnes places de Van Baarle et compagnie, Mm. Narvaez et tout sur les Flandriennes. Enfin, je veux dire, on commence à se dire en fait quand tu vois Ineos se ramener sur une course là, c'est au niveau de Jumbo, Alpecin et bon Quick Step quoi. Ah bah ouais, 100% sur la flèche Brabançonne. Attends, ils sont trois dans l'échappée de 7. Je trouve que ils ont des coureurs qui sont en train d'exploser. Magnus Sheffield qui fait sa première année avec eux. Ben Turner qui fait aussi sa première année avec eux. Ils ont été chercher quelqu'un qui n'a pas encore été trop en vue cette année, c'est Cameron Wurf, Mmh. qui vient du triathlon, je crois. Donc voilà, ils osent des trucs. Et pour l'instant, sur ce début de saison, ça paye carrément. Et du coup, j'aimerais bien voir Ghana emmené par Ben Turner, par Magnus Sheffield, jusqu'où il peut aller. Ah, mais moi, tu vois, je pense que ça va plutôt être l'inverse. Parce qu'en regardant l'équipe Mmh. où il y a Ben Turner, Magnus Sheffield qui ont montré qu'ils étaient bien en forme. Après, ça restera voilà, Paris-Roubaix pour des jeunes coureurs qui vont un petit peu aussi découvrir ce genre de choses. Mais il y a quand même Dylan Van Baarle qui, pour moi, sera vraiment le favori numéro 1. Kwiatkowski va être là, je pense, plus en capitaine de route sur cette course. Mais Kwiatkowski, il peut toujours nous surprendre. Surtout sur des courses longues comme ça, hein, on le répète à chaque fois, surtout moi je le répète à chaque fois que les monuments c'est des courses à part parce qu'elles sont beaucoup plus longues que les autres. Je pense que Filippo Ganna au niveau de la distance de course, il lui manque peut-être encore un petit quelque chose. Je sais qu'une année il avait vraiment essayé d'être performant sur Milan-San Remo et finalement dans le Poggio il n'a pas pu tenir le choc. Donc Ok. je me demande si
peut-être que la stratégie d'Ineos, ça va pas être de. Alors, soit envoyer Ghana dans l'échappée, et là, pourquoi pas, ça peut le faire. Ou alors que Ghana, il va rouler pour protéger les coureurs qui sont là, pour les ramener, pour les replacer, parce que ça, il sait faire. Donc, moi, je l'aurais pas. Voilà. Moi, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à mettre Ghana dans mon équipe pour la course, en partie à cause de ça. Moi, je le vois bien lâcher les chiens fous là dans l'échappée, tu vois. Aller en mettre un ou deux, ou en tout cas être en début de course et dire en fait tous les mecs, à part peut-être Van Barle, Ghana et Kiatko, sont capables d'aller dans l'échappée et sont capables de faire un truc dans cette putain d'échappée, quoi. Oui, il faut pas laisser partir une échappée avec Turner, hein. On a vu Mais comme il même était Sheffield, hein. costaud, et Sheffield aussi, hein, c'est pareil quand on voit ce qu'ils ont fait. Parce que là, ils se Turner, laissent quand même le luxe de pas emmener Pidcock, hein. Alors on peut dire Pidcock léger, machin, tout ça, Ouais. mais je veux dire, il a peut-être aussi d'autres ambitions, mais je veux dire, il l'emmène pas sur Paris-Roubaix. T'imagines, tu rajoutes Pidcock là-dedans en plus? Putain, la galère, quoi! Ouais, mais faut voir comment ils gèrent tactiquement. Raph, Mais en tout cas, faut pas qu'ils attendent trop longtemps. tu disais un truc? On t'a coupé. Enfin, je t'ai coupé. Ouais, il y a si Turner est dans l'échappée avec un coureur qui est souvent en échappée aussi, qui vient de la Jumbo-Visma, c'est Van Hooijdonk. Je pense que ce duo-là en échappée, il De peut faire ouf. mal à tout le monde et il peut surprendre. Mais je pense qu'ils les laisseront pas partir, hein. Enfin, Non. genre, clairement, tu Ah les non, vois bah les non. deux dans l'échappée, Non, tu fais non. tut tut tut! Avec Sheffield, Ah, t'envoies des mecs à rouler tout de suite, là, tu avec laisses pas Florian partir ça. Vermeersch, Ouais, avec c'est Campenard. ça. Jonas Rutsch. Ciao, bonsoir. On se retrouve à l'arrivée, les gars. Tu mets les On 7 sera, ensemble, on là, sera c'est clair. douchés quand vous rentrerez dans le, De ouf. dans le vélodrome. Ok, moi je vais clôturer avec un mec. Allez, j'ai envie d'y croire. Il était au cut. C'était soit il va encore me décevoir, soit je lui laisse sa dernière chance. C'est Casper Asgreen. Il m'a favorablement étonné sur l'Amstel ce week-end. Et je me dis, voilà, il était peut-être pas au taquet sur les monts, machin, tout ça. Il a quand même fait une. Et là, pour le coup, il m'avait étonné encore une fois positivement. Une grosse course sur l'Estrade Bianchi en début de saison. Ça se trouve, voilà, ils nous ont pas tout dit et il a peut-être un peu plus encore visé Paris-Roubaix. Enfin voilà, j'ai envie d'y croire une dernière fois sur cette saison à Casper Asgreen et je le mets en tant que favori parce que c'est un gros moteur. S'il fait beau, ça va, je pense aussi plutôt l'avantager et je pense qu'il est capable de prendre un bon coup. Et dans cette course où c'est pas forcément encore plus que sur le dernier Tour des Flandres, les plus forts qui gagnent et qui s'isolent à l'avant, je le vois bien capable. En plus, peut-être qu'il aura un peu moins l'impact carte aussi parce qu'ils nous font n'importe quoi depuis le début de l'année. Et voilà, il sera capable. Et on l'a encore vu hier, n'importe quoi, hein. Et les gars en voiture là, c'est quoi ça? Parce que ça fait nimp sur le vélo, mais là ça commence à faire nimp en bagnole. On tire la sonnette d'alarme chez Quick-Step là, hein. Mais bon, Ouais. Casper Asgreen, mon deuxième outsider bonus, quoi. La retraite de Patrick Lefebvre avant l'heure. C'est osé de le mettre, mais moi j'y ai réfléchi. J'ai vu le nom d'Asgreen, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tente? Il est à quoi? Il est à 800, je crois? 600 maintenant. 600. Ah, 600, ouais, donc c'est ce qui m'a fait aussi beaucoup hésiter. Je me dis 600. Clairement, Quick-Step, ils ont rien à perdre, hein. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont plus de pancarte, donc ça peut peut-être aussi libérer un petit peu de quelque chose, ou alors ça rajoute de la pression. Mais clairement, plus personne les attend en fait là. Donc des fois, quand personne t'attend, c'est là où tu peux avoir plus de liberté et puis faire un peu plus de choses. Et c'est pas dit que s'ils sont 10 à un moment entre deux secteurs et que Asgreen il attaque, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui va s'affoler dans sa roue. Mais à surveiller. Grave. Casper. Alors, cette année, Quick-Step, c'est pas ma cam, je suis désolé. Moi, je tape pas là-dedans. Ok. Je suis tourné Ineos. Je suis tourné Jumbo, même si la Jumbo m'a un peu déçu. Je suis plutôt tourné sur ces deux équipes-là, sur ce début d'année. Ok, alors on va passer à nos coups de cœur. Je vais attaquer, messieurs. On en a parlé tout à l'heure et moi, c'est mon coup de cœur pour cette course, c'est Ben Turner. Je le trouve magnifique, le petit Ben.
il est cette espèce de génération là qui fait du bien au cyclocross anglais. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai jamais trop aimé Ineos. Ineos dans les grands tours, ça m'a toujours un peu gavé, mais je sais pas là dans les classiques, cette génération Pidcock, Turner, tout ça. Enfin, bah, je les trouve kiffants et voilà. Ben Turner, j'espère qu'il va nous faire une belle course. Il nous a montré qu'il était capable de faire de belles choses jusqu'à maintenant. Encore hier sur la flèche Brabançonne. Donc, je pense qu'il aura des cannes et qu'il va aller nous chercher quelque chose de pas trop mal, même si peut-être que voilà, en termes de distance, ce sera un peu long. Hein. On l'a vu sur le Tour des Flandres, un peu juste par rapport à ses belles perfs qu'il avait pu faire, notamment sur à travers la Flandre. On verra, mais moi, ce sera mon coup de cœur et j'ai hâte de le suivre et j'espère le voir dans l'échappée matinale, aller le plus loin possible. Bah écoute, c'était mon coup de cœur aussi. Enfin, c'est mon coup de cœur Allez! puisque mon premier coup de cœur était quand même Yann Tratnik qui malheureusement était évincé de la liste par son équipe. Mais ouais, Ben Turner, vraiment, il est rayonnant sur ce début de saison et donc il fait pas des places exceptionnelles jusqu'à maintenant parce qu'il est souvent dans un rôle d'équipier. Mais, euh, mais je pense qu'ils vont bien finir par lui laisser sa chance à un moment donné. Et si je dis pas de conneries, c'est Pidcock qui a fait un peu des pieds et des mains pour qu'il le rejoigne chez Ineos. Et Ineos Ah a dit ouais? bon allez, on va tester ça et ouais, ils l'ont pris. Parce Ouais, qu'il bah, vient du cyclocross, lui? Ouais, c'est un ouais, crossman. ouais, ouais. Ok. Putain, Et d'ailleurs, il d'accord. fait une grosse saison là en cyclocross, je crois, hein, chez les moins de 23 ans. Oui, oui, puis il a fait pas mal de courses avec les élites aussi. J'ai plus en tête ses perfs, mais non, non, il était. Je vais vous dire Non, ça pendant que vous discutez. il a fait 14e des mondiaux, juste devant Joshua Dubos, mais il a fait les mondiaux élites. Il a Ok. fait les mondiaux élites. Donc, non, non, il a fait une très bonne saison. Il est régulièrement dans le top 20 en Coupe du Monde. Donc, voilà, il Il est a. deuxième de la Coupe du Monde de cyclocross espoir cette année. Ouais, ouais. Voilà. Ah Donc, non, pardon, l'an non, passé, c'est. excusez-moi, 2020-2021, pardon. Et neuvième Ouais, des c'est championnats ça. du monde Là, il a 2020-2021 là, espoir. il était passé en élite. Ouais. Mais, c'est une très bonne, transition sur la route pour l'instant, jusqu'au début de saison. Après, voilà, de là à être performant sur Paris-Roubaix, il y a peut-être encore une marche, mais, à voir. En tout cas, moi, je l'ai pas mis en coup de cœur. J'ai mis, quelqu'un qui, m'a fait gagner beaucoup de points sur Gand-Wevelgem. C'est Dries Van Van Gestel. Gestel, j'en étais sûr. Oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Parce que, parce que je sais pas, mais je trouve que cette année, il a franchi Il a des un jambes. cap sur, ouais, puis sur les classiques, il a été à l'avant. On l'a vu direct sur le week-end d'ouverture où il fait 6e de Kurn-Bruxelles-Kurn. Voilà, il a une bonne pointe de vitesse, sans être extraordinaire. Et je pense que là, c'est typiquement le coureur qui peut s'accrocher, qui peut tenter un truc aussi, de loin, qui a pas de pression parce que, bah, voilà, il y a Turgis, il y a Sagan dans son équipe, il y a d'autres, Ah, gars quand qui t'as ont Sagan dans ont ton équipe, t'as pas de pression, ça, c'est sont sûr. Lui bah, non ça, plus, je crois et d'ailleurs. lui non plus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, ouais, moi, Van Gestel, il m'a bien plu sur ce début de saison, donc, je voulais aussi en parler un petit coup. Mhm. Et ouais, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose. Là, bah, comme beaucoup, il arrive après c'est la fin de la première partie de sa saison. Donc, bah, voilà, pourquoi pas, tenter un coup à l'avant pour, aider Turgis et puis finalement partir pour aller chercher un podium. Ouais, carrément. Et puis, bah, moi, j'ai bien aimé et j'en profite en plus, là, on parle des Von et vu qu'on a donné le même coup de cœur avec, Raph en parlant de Ben Turner. Raph, tu avais parlé de Van Hooijdonk juste avant. Ouais. Ça va nous permettre de peut-être faire une petite transition méforme Van Aert aussi, comment il va arriver. Moi, ça peut être mon deuxième coup de cœur aussi, Van Hooijdonk, comme ça on en donne 3. Voilà, j'aime bien ces petits gars là, et j'avais pensé à Van Gestel aussi, mais ouais, je me suis dit Adrien va en parler, donc je l'ai dans mon équipe, hein, mais j'en parlerai pas. Et bah tu vois là pour le coup, le matin, on parlait d'une échappée, t'as Van Gestel, Van Hooijdonk et Ben Turner qui partent ensemble. T'es pas sûr de les revoir quoi. Ah Mm. ouais, Il a déjà 26 ans, le bonhomme, hein. Ça fait un moment quand même qu'il est sur le circuit.
Ouais, mais là, il fait une super Ouais, saison et tu te mais dis il qu'il est fait coéquipier de chez coéquipier et il a toujours été coéquipier, même quand il était à Sport Vlaanderen, et ouais, il a été habitué à courir surtout même l'année dernière chez Total Energy, il courait surtout les courses en Belgique, jamais très loin, mais jamais hyper bien placé. Puis ouais, là, je sais pas, il a dû se passer aussi un truc, peut-être, voilà, en ce début de saison, un peu plus des fois, hein, les coureurs, ils sont un peu Mm. plus libérés, mentalement, ils se posent un peu moins de questions et puis, bah, ça suffit, pour accrocher les bonnes roues. Puis le changement d'équipe peut y faire aussi beaucoup, hein. Ça dépend comment tu te sens dans ton équipe, par qui t'es managé, etc. Ça peut tout changer, hein. tout à fait. Messieurs, transition sur notre rubrique. Alors, est-ce que l'un de vous, a choisi Van Aert? Si c'est le cas, qu'il parle maintenant et sinon on fait un petit focus Van Aert avant de dire ceux dont on est sûr qu'ils vont nous décevoir. Non, moi, je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi non plus. Juste un petit mot pour vous de Van Aert. Donc à la base, on nous avait dit qu'il était pas sûr d'être là. Enfin, à la base, on nous avait dit il sera là. Finalement, on n'est pas sûr qu'il soit là. Finalement, s'il est là, c'est pour jouer un rôle, peu importe son rôle, équipier ou autre. Alors, selon vous, coup de bluff C'était ou Van Aert et sera bien là pour être juste équipier ce week-end. Non, parce que le directeur sportif, ou même le directeur, je crois, de la Jumbo-Visma, a annoncé très clairement et sans aucune ambiguïté qu'il était là uniquement pour jouer un rôle d'équipier. Ouais, mais coup de bluff ou pas? C'est ça la question. Ouais, faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment. Non mais tu mets Van Aert sur Paris-Roubaix et c'est pas pour rouler pour Van Hooijdonk. Bah c'est ce qu'il a dit, hein. Il a donné comme Oui, exemple non, mais Van ça, c'est pour Hooijdonk, enlever de la Tennyson pression. et Laporte. Non Oui, mais c'est voilà, vrai. non mais il faut absolument arrêter avec ça quoi. Je veux dire si Van Aert s'il est pas en forme, il vient pas sur Paris-Roubaix pour faire l'équipier, il va sur Paris-Roubaix pour gagner. Donc moi Je sais pas. bah si, mais si. Qu'est-ce qu'il vient faire? Sinon, il se repose pour le Tour de France. Mais Hein. je sais pas, je suis un peu comme Raph, moi j'y ai cru, mais à 100%, désolé Il vient se faire Adrien. la caisse. Il vient se faire la caisse. T'es sur la team crédulité. Sur Paris-Roubaix, tu viens pas te faire la caisse, tu viens là pour faire quelque chose quand tu t'appelles Wout van Aert. Attends, il a foiré, pas de chance, il a pas gagné Milan-San Remo, il tombe malade avant le Tour des Flandres. Non mais Raph, mais moi j'y crois à 100%. Faut pas nous faire croire qu'il va aller chercher les bidons à la voiture du DS. Oh Adrien, tes théories du complot tout le temps là. Ah, j'aimerais tellement le voir avec le dossard complètement rempli de gourdes là derrière. Ce serait magnifique. Tu m'enverras la photo, y a pas de souci. J'assume. Ça serait le juste retour des choses. Hein. Je vous préviens, si jamais il se passe ça dimanche, on fait un petit clip où on prend une vidéo de Van Aert en train de rouler avec ses bidons dans le dos et la voix d'Adrien par-dessus. Ah bah j'aimerais bien le voir moi avec les bidons dans le dos, Serge. Je peux vous dire, je me coupe une main si ça arrive. Je me coupe une main. Comme ça, quand on fera un débrief en fin de saison de toutes les conneries qu'on a pu dire en preview, et bah voilà. Mais non, franchement, je pense que c'est de l'intox. Donc tu penses que tu gagneras forcément au niveau conneries, je crois, à la fin de la saison. Oh, messieurs. T'enflamme pas. Hein. T'enflamme pas quand t'es Paché, va. Ok. Alors, messieurs, ils vont nous décevoir. Adrien, qui va te décevoir dimanche? Alors, il m'a déçu depuis le début de la saison, il faut dire. Tu veux dire qu'il est top 1 pour être ta fringale d'or en fin d'année? Pour l'instant, c'est quand même bien parti. Les attentes n'étaient pas extraordinaires, mais quand même, les attentes étaient supérieures. C'est Peter Sagan. Qui? Parce que Peter Sagan. Ouais, mais il a arrêté, non, lui? Il a arrêté l'année dernière, là. Il lâche les pelotons assez tôt quand même cette année. Mais pas en attaquant. Il fait pas dans le bon sens en fait. Il s'est planté. Dans la Chypressa, il a fait coucou mais de l'autre côté quoi. Il était là, putain, je suis balèze cette année. J'en ai jamais autant chié à détacher un peloton. Non, on a vraiment l'impression qu'il est en vacances, Sagan quoi. Il est là, enfin tu te dis ouais bah ça y est, je suis venu, j'ai pris mon petit chèque et puis enfin mon petit chèque, gros à mon avis. Et ouais non franchement mais Jean-René Bernodeau il doit être fou quand même quoi parce que ok il participe pour l'expérience, peut-être que ça libère un petit peu des gens de l'équipe, c'est cool pour des gars de Total Energy de courir avec Sagan. Il a ramené des vélos Specialized qui apparemment font quand même une bonne différence.
Mais quand même, quoi. Enfin, le gars, il a 32 ans. Je veux dire, c'est un bel âge. Voilà. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. On peut être encore en forme à 39 ans. Non, mais ouais, enfin, on se dit, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on se dit, il a lâché, il en a rien à foutre, quoi. Moi, ce qui me fout les boules, c'est qu'il est tout sourire. Genre, sur Milan-San Remo, tu le vois en train de discuter avec des gars, genre, tout sourire en mode super. Tu sais, comme à l'époque où derrière il mettait une branlée à tout le monde, sauf que là, moi, ça m'énerve. Il s'en cogne en fait. Tu te dis, il s'en cogne. Puis et pourtant, franchement, il est joufflu. C'est un coureur que j'ai adoré. Et quand il gagnait, mais j'étais tellement fan de sa façon de courir. Mais là, ah ouais, je suis quand même hyper déçu. Ouais, puis on se dit, bah voilà, il fait pas le job, il a pas roulé cet hiver, et puis il a bouffé plus de raquettes que moi aussi. Putain. Donc, on se rappelle tous, voilà. Because I have big balls. Bah là, c'est because I have a big bid, et c'est tout, quoi, big mon bid. pote, hein, putain. Oh là là. Mais voilà, donc j'en attends pas grand-chose, hein. Mais voilà, je pense qu'il va continuer de nous décevoir sur ce Paris-Roubaix. Très régulier dans la déception. Raphaël, qui va te décevoir ce week-end? Bah du coup, j'ai hésité entre deux gars qui me font très très peur. Ils sont dans la même équipe ou pas? Non, Ok. mais je pense que celui qui va me décevoir, c'est celui que j'ai sorti pour mettre l'autre. Ok. Des fois c'est l'inverse, hein. Des fois, si tu sors, il gagne. Hein. Ouais. Alors, en plus, vous allez voir, hein, vous allez halluciner. Donc, j'ai sorti. Donc, Tratnik qui était tombé de la liste et notre ami, un Français. Turgis De la Team Total Direct Energy. Ah non, t'as enlevé Turgis. Anthony Turgis pour pouvoir mettre Christophe Laporte et Magnus Sheffield. Ok. Donc ouais non, Turgis il me fait trop peur. Il a pas eu de chance sur les deux dernières courses, donc il tombe, il est pris dans des chutes, etc. Mais il finit du coup pas sur le Tour des Flandres et pas sur l'Amstel. Et avant ça, il fait plus de 70e sur à travers la Flandre, 25 sur Gand-Wevelgem. Il a pas performé énormément cette saison comme il nous a habitué à le faire avant, comme j'avais déjà dit dans la dernière émission. Et vraiment, ouais, il a perdu ma confiance et je m'en mordrai les doigts s'il fait un bon résultat. Et je ne lui souhaite que le meilleur parce que c'est un mec que j'adore vraiment. Mais là, j'ai pas pu le mettre. Je l'ai arraché au dernier moment. C'est un sacré pari que tu nous fais parce qu'entre Turgis et Laporte, les deux sont quand même dans un beau top 10 ils vont nous décevoir dimanche. Hein. Bah Laporte, à part sa mauvaise perf sur l'Amstel, il n'a pas fait tant de mauvaise perf. C'est vrai, t'as raison. Ouais. On aurait pu l'attendre un peu mieux sur le Tour des Flandres vu de son beau début de saison, mais... Oui, mais du coup, je lui fais quand même plus confiance à lui qu'à Turgis. Et ce qui me permet d'avoir, du coup, 3 Ineos dans mon équipe. J'en ai 2, moi, j'en ai 2. Eh ben moi, j'en ai pas. Je crois. Ah ouais. Ouais, mais moi j'ai des principes. Non mais moi j'ai des principes, monsieur. Moi c'est ça. Je ne prends pas. Non, je sais plus, mais je crois pas que j'en ai. Pour revenir sur Laporte et puis pour poser une question un petit peu plus générale, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme il y a eu l'inversion entre l'Amstel et Paris-Roubaix, du coup le calendrier en fait pour tous ces mecs-là, il est reporté d'une semaine. De ouf. Il est repoussé. Et je me demande aussi si ça peut pas jouer. Enfin voilà, ça va forcément jouer dans la forme des coureurs. Et je sais pas si il y a énormément de. Alors si forcément ça s'anticipe quand tu fais tes pics de forme au début de saison, mais est-ce que ça va pas, il va pas y avoir des défaillances de gars qui sont à l'avant depuis le début de la saison et puis qui sont là, qui sont présents, et puis d'un coup, bah là, finalement, bah, ils arrivent trop cramés sur Paris-Roubaix, et puis ils tiennent pas le choc. Je sais pas ce que vous en pensez. Des mecs qui étaient monstrueux dès la première étape de Paris-Nice, et qui, du coup, un mois et demi après, commencent un peu à galérer. Par exemple. Après, tu vois, c'est vrai que vu ce que nous montre Laporte depuis le début de saison chez Jumbo, et même un peu on sait qu'il passe pas trop mal les bosses, mais c'est pour ça que pour moi, sur le Tour des Flandres, il est bien. Mais sur une course comme l'Amstel, moi, je le trouve un peu limité. Tu vois, franchement, pour moi, Laporte, c'est un Flandrien, c'est pas du tout un Ardennais. J'en parlais avec un collègue qui l'a mis sur l'Amstel et qui disait, bah, qu'est-ce qu'il m'a fait sur l'Amstel? Moi, je l'ai pas mis, j'ai mis Tige Bennett sur l'Amstel. Clairement, en me disant, genre,
de Laporte ou Benoît, celui qui va performer sur l'Amstel, c'est Benoît. Enfin, il a plus le profil. Et pour moi, un Laporte, il a plus le profil d'aller faire un bon Paris-Roubaix parce que, je sais pas, moi je le sens quand même plus fort en Ah, règle puis, générale sur des pavés que dans des monts. ah oui, oui, puis c'est pas des courses qu'il a l'habitude de faire. Enfin, je crois même que c'est sa première ardennaise, l'Amstel. Et il l'a fait uniquement pour préparer Paris-Roubaix. Donc, il est venu pour refaire une course de 250 bornes. Mais clairement, il cherchait rien là-dessus. Et effectivement, c'est un Flandrien. C'est pas du tout un coureur type Liège-Bastogne-Liège ou autre. Hein. Ouais, enfin voilà, pour moi, c'est la première fois qu'il faisait une classique ardennaise dimanche dernier. Ouais, Ok. bah tu vois, pour répondre à ta question, je pense pas que ça fasse une grande différence de décaler d'une semaine, quoi. Les mecs, ils le savaient déjà depuis longtemps et en fait, leur préparation, elle est tellement toute huilée que voilà, ça leur fait pas peur et je pense pas que ça change grand-chose. À part sur vraiment une méforme passagère, je vois pas trop comment ils auraient pu foirer leur préparation au point de rater un objectif comme celui Non, de c'est pas Cannes. le fait de foirer la préparation, mais des fois, si tu veux être en forme de Milan-San Remo à Paris-Roubaix, bah, d'habitude, c'est quoi? C'est 4 semaines, c'est 28 jours ou 21, je sais pas. Et là, tu rajoutes une semaine, donc ça peut peut-être, c'est ça qui peut peut-être être plus compliqué de maintenir un pic de forme sur 2-3 semaines ou sur un mois, c'est pas tout à fait la même chose. Mais Hmm. Je pense pas que ça a changé énormément pour eux et de toute façon, cette année, on aura la chance d'avoir un Paris-Roubaix très très ouvert. Hmm. Euh, et donc, enfin voilà, je pense que tout ça va passer en arrière-plan face au spectacle qui va nous être proposé ce dimanche. Alors messieurs, quand même, je me permets de vous donner celui qui va me décevoir. Alors, celui ou ceux qui vont me décevoir, ils sont belges. Ils courent dans une équipe française. ah C'est les oui, ah oui, Dupont et c'est beau. Dupont. Ouais, ouais. Ils sont Ah oui. arrivés en Ah même ouais, ouais. temps, Ah, avec c'est les bien, mêmes objectifs. Et dimanche, ils ne vont pas encore rentrer dans le top 20. ouais. J'ai nommé Oliver Nassen et Greg Van Avermaet, messieurs. Qu'en Ouais. pensez-vous? Bah, tu vois, on a parlé de Sagan avant. Bah, ça fait un peu j'ai l'impression Après, que des fois, Van c'est un Avermaet, peu le même. il a quand même fait un Il, petit top. il Enfin, est. je veux dire, et c'est pas Sagan non plus, quoi. Oui, oui, oui. Non, c'est pas Sagan non plus. Tu sens Mais qu'il essaye, en plus, il met des attaques, il est à oui, oui, l'avant il et met tout. des attaques, il est offensif. Je pense que voilà, Van Avermaet, il a 36 ans. C'est aussi normal. Bah, à un moment, tu peux plus être aussi performant que bah voilà, que quand il a justement gagné Paris-Roubaix en 2017. Mais voilà, moi j'avais voilà, À 32 ans? son passage à 32 ans, quel bel âge. Son passage chez AG2R, voilà, ça fait un peu penser à une pré-retraite malheureusement. Enfin, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où il a commencé à être moins performant. Alors il y a l'après-Covid où la saison 2020 était forcément tronquée. Mais ouais, ils sont décevants, mais à la limite peut-être plus Nassen. Nassen, ouais. Parce Qu'on voyait un que peu parce comme que l'héritier, quoi. bah ouais, puis Nassen, il a 31 ans, Mhm. il y a pas, tu te dis pas, parce que Van Avermaet, voilà, carrière, elle est derrière lui, elle est superbe. Bah Nassen, il est passé quand même pas loin de gagner des belles courses et bah, il les a toujours pas gagnées et ouais, là, on sait Bah, pas belle trop ce qui se quatrième passe, place mais sur le 3. on a vraiment l'impression qu'il a plus les cannes, quoi. Je dis belle Mm. quatrième place sur le 3 en début de saison, et puis après, trou d'air, quoi. Sur le Newsblad, Le il fait Newsblad, oui, 4e. pardon, oui, Mmh, pardon. ouais. Mais après, il y a toujours la théorie de se dire, des mecs qui aiment bien les frites et la bière et qui normalement peuvent se limiter qu'à ça, qu'on envoie au pays du fromage fondu, c'est prendre un risque, hein. Parce que l'hiver, J'aime les théories culinaires comme ça, moi, ça me plaît. je peux te dire que l'hiver à Chambéry, c'est pas l'hiver à Liège, quoi, hein. Donc bon. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, tu vois des Slovènes aller dans des équipes de Bahreïn, donc C'est vrai, c'est il vrai. n'y Il a y a plus plus de rien qui nous saison. Il y étonne. a Hein. plus de saison. OK. Bon messieurs, on a fait le tour sur ce magnifique Paris-Roubaix? Ouais. Je pense qu'on a été bien complet. En tout cas, on a essayé de passer un maximum
de coureurs en vue pour pouvoir se préparer du mieux possible et puis profiter un max de cet enfer du Nord qui nous attend dimanche. Alors sous le beau temps, hein, on sait que ça va déplaire à certaines personnes, mais ça reste Paris-Roubaix. Tout à fait. Adrien Raff, Plus qu'à s'installer dans le canapé, hein. pas trop bouffer de chocolat non plus, histoire de pouvoir tenir les Non. 250 bornes. Un bon boc de bière à la main, et puis ça ira bien, ma foi. Yes, et ben messieurs, merci de nous avoir accompagnés pendant cette preview. Chers fringaleux, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire quels sont vos favoris et qui va vous décevoir ce week-end. Également, encore un big up à Perrine Clausel qui courra ce week-end Paris-Roubaix féminin. Fais-nous rêver, va chercher quelque chose, ou en tout cas, profites-en à fond. Nous, de notre côté... Elle est dans ma team. J'espère qu'elle est dans ta team. Pour Saint-Michel Aubert. Et cette course qui également fait partie de notre ligue privée Cycling Fantasy. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre. Messieurs, bonne fin de semaine, bon dimanche, bel enfer du Nord à tout le monde. En attendant, fringalleux, n'oubliez pas de vous alimenter. En plus, week-end de Pâques, c'est le moment de se faire plaisir. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, des bisous.